Bonjour, nous allons aborder le deuxième chapitre de ce cours qui pourrait s'intituler du principe actif au produit fini. En fait, ce cours va comporter trois gros sous-chapitres qui vont se décliner de la manière suivante. Nous commencerons par discuter des étapes d'élaboration d'un médicament. Ensuite, nous verrons la classification de ces médicaments. Et enfin, on parlera des origines et de la classification des matières premières qui rentrent dans la composition de ces médicaments. Je me permets de vous rappeler sur cette diapositive un tableau indiquant le processus de mise au point d'un médicament. Ce processus a déjà été plus ou moins décrit par le professeur Ribio dans le cours introductif, mais je profite de l'occasion pour vous donner un tableau récapitulatif de toutes les étapes. Schématiquement, on peut dire que le processus de développement d'un médicament se divise en 5 principales étapes. La première étape concerne les procédures de découverte des principes actifs. Nous verrons dans les prochains paragraphes les origines potentielles de ces principes actifs. L'étape 2 concerne les études biologiques qui regroupent un certain nombre d'essais. Les essais dits précliniques, avec notamment des essais pharmacologiques et toxicologiques qui sont en général effectués chez l'animal. L'étape 3 concerne les études cliniques effectuées sur l'homme, donc le produit qui sera mis sur le marché sera testé donc chez l'individu, chez le malade. Si l'ensemble des résultats s'avère concluant, ce sera l'étape numéro 4, le promoteur des études, autrement dit le laboratoire, va déposer auprès des autorités compétentes un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Ce dossier va comporter un certain nombre de données scientifiques, techniques, réglementaires qui vont attester de la fiabilité de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Si l'autorité compétente accepte cette demande, le laboratoire va effectivement commencer la fabrication de son produit et sa mise sur le marché. Au cours de la commercialisation, une surveillance des utilisateurs et des conditions d'utilisation est attentivement conduite pour déceler d'éventuels effets néfastes qu'on n'aurait pas pu voir avant l'utilisation massive du produit et à long terme chez les patients. C'est ce qu'on appelle la phase de pharmacovigilance que vous a décrit le professeur Rubio en cours introductif. D'autres commentaires sont à faire concernant ce tableau. Le premier est que vous remarquerez, ça ne vous a pas échappé, que le parcours qui sépare la découverte du principe actif jusqu'au médicament est un parcours très très long. Il faut environ 10 ans entre la découverte d'un principe actif et sa mise sur le marché sous forme de spécialité pharmaceutique. D'autre part, vous aurez remarqué que le nombre de candidats au départ, le nombre de principes actifs candidats au départ va s'amenuiser au fur et à mesure, partant de 100 000 candidats principes actifs potentiels médicaments. On va arriver, au meilleur des cas, en fin de cycle, à 2, voire un seul produit qui sera mis sur le marché. Toujours en examinant ce tableau, il ne vous a pas échappé que le processus d'élaboration de médicaments est un travail multidisciplinaire qui requiert les compétences de chimistes, de physico-chimistes, de biologistes, de pharmacologues, de toxicologues, de médecins, ingénieurs et autres spécialistes des affaires réglementaires ou en stratégie commerciale. Et bien entendu, des galénistes. Les galénistes qu'on retrouve tout au long du processus, dans l'étape de recherche et développement. Dans cette étape, le pharmacien galéniste, le galéniste, sera chargé de concevoir et de préparer les tout premiers lots, qu'on appelle des lots cliniques, qui serviront aux tests cliniques de phase 1 et 2. Ensuite, il préparera, si c'est nécessaire, les lots utilisés dans les essais cliniques de phase 3, donc avec une grande partie de malades. À l'issue de l'AMM, le galéniste va préparer donc les lots industriels, donc c'est la pharmacie galénique de production. Et enfin, vous remarquerez que le pharmacien galéniste intervient parfois en fin du cycle de vie d'un médicament. Par exemple, une spécialité peut être rénovée en lui appliquant une pharmacie galénique innovante afin de relancer le produit sur la base parfois des connaissances physiologiques et pharmacocinétiques concernant le principe actif.
Globalement, le processus d'élaboration du médicament montre que les missions de la pharmacie galénique sont nombreuses. Le galéniste va intervenir surtout pour valoriser et optimiser l'action des principes actifs. Il va le faire en opérant des choix réfléchis et rationnels des excipients qui vont accompagner le principe actif. Il va opérer des choix sur la forme galénique la plus adéquate pour le principe actif. Il va choisir des méthodes de fabrication robustes et reproductibles. Et enfin, si c'est nécessaire, comme je vous l'ai dit, il va proposer pour certaines spécialités existantes déjà des formes galéniques innovantes. Concrètement, une ou plusieurs voies d'administration sont identifiées sur la base des données toxicologiques, pharmacologiques et pharmacocinétiques de la substance active. Le galéniste, en se basant sur les connaissances physico-chimiques du principe actif, va opérer des choix quantitatifs et qualitatifs en excipient à associer à ce principe actif pour réaliser la forme galénique la plus adéquate. Cette sélection opérée sur une démarche scientifique constitue les phases de pré-formulation et de formulation. Dans le même temps, le galéniste doit rechercher là où les méthodes de fabrication les plus adaptées pour transformer les matières premières sélectionnées en médicaments ou en produits finis. C'est ce qu'on appelle la phase de développement du procédé de fabrication. Bien que ça ne soit pas indiqué sur ce triptyque, le galéniste réfléchit en parallèle aux articles de conditionnement primaires et externes qui acquerront la forme galénique fabriquée. Il est évident que l'ensemble de ces missions du galéniste vont requérir un certain nombre de compétences. En fait, le galéniste doit être un spécialiste des sciences de la matière. À ce point de vue, il doit connaître l'origine, la nature des composants du médicament qu'il élabore. Il doit maîtriser les techniques physico-chimiques pour caractériser ces composants. Par ailleurs, le galéniste doit être attentif aux sciences de l'ingénieur. En effet, il doit développer des opérations pharmaceutiques, encore appelées opérations unitaires, autrement dit, des techniques et appareillages qui lui permettront de transformer les matières premières en produits finis. Enfin, ma collègue Mme Deletraz vous en dira un peu plus au cours du prochain cycle. Le galéniste doit connaître parfaitement le cadre réglementaire dans lequel il évolue afin de proposer un médicament respectant soit les directives, soit les recommandations édictées par les autorités compétentes. En ce qui concerne la partie réglementaire, je ne m'attarderai pas trop longtemps sur ce chapitre, étant donné que vous aurez au cours du cycle 3 des données apportées par Mme Deletraz. Je vais simplement vous dire qu'en ce qui concerne la conception et la fabrication des médicaments, il existe d'une part le guide européen des bonnes pratiques de fabrication qui énonce un certain nombre de directives que doivent respecter tous les fabricants de médicaments. Ces directives sont plus ou moins regroupées sur ce transparent que je vous laisse lire tranquillement et donc qu'il conviendra de discuter un peu plus tard. Simplement, je voudrais vous faire remarquer que à la fin de ces différents chapitres se trouve le chapitre A qui parle de préparation homéopathique. Donc, ça sera intéressant de revenir un peu plus loin sur la définition de ce qu'on entend par médicament homéopathique. À titre d'information, j'ai repris quelques têtes de chapitres du guide des bonnes pratiques de fabrication. Le détail et le contenu de ces BPF sont consultables sur les sites officiels correspondants. Ce guide BPF renforce l'idée selon laquelle le médicament est un produit d'usage très encadré par une réglementation très stricte. De la même manière que pour les BPF, un guide appelé Bonnes pratiques de préparation regroupe des recommandations à suivre pour les préparations de type magistral, préparations qui peuvent être effectuées soit dans une officine de ville, soit à l'hôpital. Avant d'aborder l'étude détaillée des composants des médicaments, il convient de compléter la classification des médicaments brièvement abordée au cours du cycle 1. J'ai choisi deux classifications, l'une basée sur la réglementation qui permet de définir successivement les spécialités pharmaceutiques, les préparations magistrales et les médicaments officinaux.
La deuxième classification est basée quant à elle sur les méthodes thérapeutiques et permettra de positionner l'allopathie par rapport à l'homéopathie. Les spécialités pharmaceutiques sont définies selon un article L511-1 du Code de la santé publique. Et donc cet article définit les spécialités pharmaceutiques comme tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. À titre d'exemple, l'efferalgan 500 effervescent est un comprimé de paracétamol qui contient 16 comprimés. Ces comprimés sont conditionnés sous un film thermosoudé en PVC alu, c'est-à-dire chlorure de polyvinyle et aluminium. Donc voilà une spécialité pharmaceutique, comment elle se définit. En général, les spécialités pharmaceutiques représentent aujourd'hui 98% des médicaments qui sont en vente à l'officine et à l'hôpital. Ces spécialités sont fabriquées en grande quantité au niveau industriel, en suivant bien entendu ce qu'on a appelé les bonnes pratiques de fabrication. Et donc leur commercialisation, vous l'avez compris, est soumise à une autorisation préalable qu'on appelle autorisation de mise sur le marché et qui est délivrée donc par une autorité compétente. En France, ce sera l'APSAPS. Toujours dans la classification suivant la réglementation, vous avez ce qu'on appelle les spécialités de référence ou spécialités princeps. Il s'agit ici d'une définition qui va permettre de distinguer un principe actif qui est mis sous forme de spécialité pour la première fois et qui est donc commercialisé soit à l'hôpital, soit en officine pour la première fois. Donc cette définition donc, de spécialité princeps va nous permettre de définir donc les spécialités génériques qui peuvent se positionner comme étant des spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif que la spécialité de référence, dont elle veut être la copie. Ce générique doit avoir la même forme pharmaceutique que le princeps, doit être administré par la même voie, et ce générique devra avoir montré une bioéquivalence qui est semblable à celle de la référence, et ce bioéquivalent doit avoir été démontré par des études de biodisponibilité appropriées. Vous aurez remarqué que le générique ne contient pas obligatoirement les mêmes excipients que la référence. Donc ça laisse la place aux galénistes d'imaginer et de concevoir une forme pharmaceutique originale avec des excipients nouveaux. Deuxièmement, il y a la notion de la même forme pharmaceutique qui peut être discutée. À titre d'exemple, une gélule de paracétamol dosée à 500 mg peut être un générique d'un comprimé de paracétamol dosé à 500 mg. Ceci constitue quelques commentaires donc, de cette définition de générique. Et vous savez qu'aujourd'hui, le générique représente dans le système de santé un point important au niveau donc, des économies de santé. Autre définition donc relevant de la réglementation, les préparations magistrales. On entend par préparation magistrale des médicaments qui sont préparés extemporanément en pharmacie d'officine ou à l'hôpital, selon une prescription destinée à un malade déterminé. La préparation doit être exécutée selon les bonnes pratiques de préparation dans les pharmacies hospitalières ou dans les pharmacies de ville. Alors, l'intérêt de ces préparations magistrales, qui sont donc des préparations individualisées, sont nécessaires parfois pour ajuster une posologie, notamment chez les enfants à qui on ne peut pas administrer des médicaments destinés à l'adulte. On peut également adapter les posologies dans certains cas de traitement aux dermocorticoïdes, puisqu'à la fin du traitement, en général, on va appliquer des doses de plus en plus faibles. Et tous ces dosages n'étant pas fabriqués par l'industrie, on peut adapter à l'officine ou à l'hôpital des préparations avec des posologies souhaitées. Troisième intérêt des préparations magistrales, c'est la possibilité d'associer des principes actifs dans le même médicament, alors que sur le marché, il n'existe pas de spécialités qui contiennent l'ensemble des principes actifs souhaités. Enfin, le troisième type de médicaments qui relève donc de la réglementation, c'est les médicaments officinaux. Là, il s'agit de médicaments
dont la composition, la formule et même les méthodes de fabrication sont regroupées dans un document officiel qu'on appelle le formulaire national. Donc le pharmacien d'officine est autorisé à préparer ces médicaments, dits médicaments officinaux, en respectant scrupuleusement les consignes du formulaire. Nous allons aborder à présent la classification des médicaments selon les méthodes thérapeutiques. En gros, on va dire qu'il existe aujourd'hui deux grandes méthodes thérapeutiques, les méthodes dites allopathiques et les méthodes dites homéopathiques. Commençons par la théorie allopathique. C'est une théorie qui est fondée sur la loi des contraires. Que dit cette théorie? Elle dit que le traitement de la maladie se fait par une substance qui provoque chez le malade des symptômes contraires à ceux de la maladie. En d'autres termes, le remède va manifester des symptômes qui sont opposés aux symptômes de la maladie à traiter. À titre d'exemple, l'opium, qui est un sucre du pavot, calme et entraîne l'endormissement. La douleur agite et tient éveillé. Donc, on peut dire que l'opium peut être utilisé comme un remède contre la douleur. La théorie allopathique également nécessite l'administration de doses médicaments mesurables, qu'on appelle encore doses pondérales. Donc le médicament doit être administré en quantité mesurable avec les techniques classiques par mesure de masse, de volume. Par exemple, la poudre d'opium sera administrée à des doses de 200 mg par prise ou à des doses de 500 mg par jour. Il est bien entendu que l'allopathie demeure aujourd'hui la méthode thérapeutique la plus répandue. Deuxième méthode thérapeutique, c'est la méthode homéopathique. Cette méthode homéopathique est une doctrine médicinale qui a été fondée en 1796 par Hahnemann. L'homéopathie est à la fois une conception médicale et une technique thérapeutique. C'est une méthode qui va reposer sur trois postulats. Le premier postulat, ici, c'est la loi des semblables ou loi des similitudes. En d'autres termes, l'homéopathie va prescrire au malade une substance capable de déclencher chez un individu sain des symptômes semblables à ceux que présente le malade. À titre d'exemple, le quinquina qui détruit la fièvre chez un malade peut provoquer chez un sujet sain les apparences de la fièvre. Le deuxième postulat de l'homéopathie, c'est la loi des doses infinitésimales. Le médicament homéopathique doit être administré à des doses non pondérales. On parle encore de doses infinitésimales, donc ce sont des quantités indécelables de principes actifs qu'on obtient par des dilutions successives. À titre d'exemple, il existe des dilutions hahnemanniennes qui peuvent être exprimées en décimales hahnemanniennes ou en centésimales hahnemanniennes. Par exemple, une dilution de 30 centésimales hahnemanniennes correspondra à une concentration de 10 moins 60 de principes actifs dans le médicament. Ce sont des quantités tout à fait faibles qui ne seront pas mesurables par les techniques habituelles utilisées en mesure quantitative. Un exemple pour vous montrer le niveau donc des doses infinitésimales. Les racines d'IPK provoquent des vomissements à la dose pondérale de 10-2 grammes. Cette même plante utilisée comme médicament homéopathique, médicament antivomitif, seront utilisés à des doses de 10-18 grammes. Voilà un exemple démontrant donc la notion de dose infinitésimale. Le troisième postulat de l'homéopathie, c'est la loi de la globalité. L'homéopathie va revendiquer de soigner un individu malade et pas seulement une maladie. L'organisme est donc considéré comme un tout somatique et psychique. Tout ceci va distinguer donc l'approche d'un traitement homéopathique d'un traitement allopathique et c'est pour ça qu'il existe des spécialisations dans ce domaine. Donc tout cela sera vu ou plus ou moins en fonction de vos études dans les années ultérieures. Dans tous les cas, pour conclure sur l'homéopathie,
Il est important de signaler que la pharmacopée européenne 6e édition décrit et définit les préparations homéopathiques comme faisant partie de l'arsenal thérapeutique européen. Maintenant que nous avons classé les types de médicaments qui existent, spécialités pharmaceutiques, préparation magistrale, préparation officinale, que nous avons distingué les méthodes thérapeutiques, méthodes allopathiques, méthodes homéopathiques, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et donc voir un peu d'où viennent les matières premières utilisées pour la fabrication des médicaments. Commençons par l'origine et la classification donc de ces matières premières. Je vous rappelle la définition de matière première, définition qui est donc édictée à l'article L5111-1. Cet article dit qu'on entend par matière première à usage pharmaceutique l'ensemble des composants qui vont constituer le médicament. Il s'agit des substances actives, des excipients et, dans certains cas, le conditionnement primaire peut être considéré comme une matière première médicamenteuse. Dans ce cas-là, le médicament fini est déjà introduit dans le conditionnement primaire. C'est donc le cas d'une seringue pré-remplie à usage immédiat. Il est à signaler que l'approvisionnement en matière première pour la fabrication des médicaments est assez contrôlé. Ces matières premières doivent être fabriquées, stockées selon les bonnes pratiques de fabrication. Ils doivent être également distribués selon les bonnes pratiques de distribution. Il est recommandé aux fabricants de médicaments de s'approvisionner en priorité pour leurs matières premières dans des établissements justifiant d'un statut conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Nous allons commencer donc par voir un peu l'origine et la classification des principes actifs. Les principes actifs médicamenteux sont d'origine diverse et leur classification peut se faire selon plusieurs critères. Nous avons choisi dans le cadre de ce cours de les classer en fonction de leur origine végétale, origine animale, origine microbiologique ou biotechnologique et enfin origine synthétique. Je tiens tout de suite à dire qu'il ne s'agit pas ici d'un cours de chimie ni de pharmacologie, et que simplement, dans le cadre des matières premières médicamenteuses, il était essentiel que je vous dise à peu près l'origine et la classification des principes actifs. Vous remarquerez que dans le cadre de ce cours, l'étude des principes actifs est volontairement sommaire et ne sera pas détaillée car sera repris de manière beaucoup plus pointue par mes collègues dans d'autres disciplines. Je me contenterai dans ce cours de vous donner simplement une classification qui permettra de savoir un peu l'origine des principes actifs utilisés dans les médicaments. Commençons par voir les principes actifs d'origine végétale. La phytothérapie est un mode de traitement des affections par des substances d'origine végétale, par des principes actifs végétaux. C'est une pratique qui est très ancienne et qui aujourd'hui reprend un peu d'intérêt du fait de la recherche par le grand public de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est écologique. Donc aujourd'hui, il y a un regain des traitements par les principes actifs végétaux. On peut distinguer trois principaux modes d'utilisation des végétaux en thérapeutique. On peut utiliser la plante entière ou des parties de plantes. C'est ce qu'on appelle en général les drogues végétales. Il s'agit ici de matières premières brutes, plantes ou parties de plantes, ayant subi le minimum de manipulation et de transformation avant utilisation. Le deuxième mode d'utilisation des plantes sont ce qu'on appelle les préparations à base de plantes, encore appelées préparations extractives. Ici, les produits obtenus proviennent d'un traitement des plantes de façon à réunir les constituants actifs dans un volume réduit de solvants. Pour pouvoir obtenir donc des principes actifs dans un volume réduit de solvant ou de liquide, on va utiliser un certain nombre de procédés qu'on appelle des procédés de dissolution extractive. Et donc, ces procédés vont dépendre des solvants utilisés, des conditions opératoires, et donc on peut obtenir un certain nombre de produits. Les premiers produits qu'on peut obtenir par
des procédés extractifs sont les tisanes. Les tisanes peuvent être préparées soit par macération, soit par digestion, soit par décoction ou encore par infusion. La macération consiste à mettre en contact la drogue végétale avec de l'eau potable à température ambiante ou à froid et de laisser l'ensemble séjourner un certain temps de 30 minutes à plusieurs heures. La digestion, quant à elle, consiste à mettre en contact la drogue et l'eau potable à une température supérieure à la température ambiante, mais inférieure à la température d'ébullition. La durée de contact peut également varier de 1 heure à plusieurs heures. Quant à la décoction, il s'agit de mettre en contact la drogue et l'eau et de maintenir l'ensemble à ébullition pendant un certain temps, de quelques minutes à plusieurs heures. Et enfin, l'infusion, que vous connaissez tous comme pratique, consiste à verser de l'eau bouillante sur la drogue et laisser en contact pour obtenir une infusion. Alors l'infusion, en fait, pourrait être comparée à une macération à chaud, mais l'infusion, en général, le temps de contact est relativement court. Enfin, il existe un 5e procédé de dissolution extractive qui s'appelle la lixiviation ou la percolation. Cette technique est une technique, on va dire, pratiquement industrialisable, qui va consister à faire traverser lentement la drogue végétale qui est pulvérisée et broyée, qui est contenue dans une colonne. Donc on fait circuler le solvant de haut en bas, et au fur et à mesure de cette circulation, le solvant va entraîner le principe actif à extraire la drogue végétale. Le deuxième type de préparation extractive sont constituées par les teintures végétales. Il s'agit ici de liquides obtenus en traitant les plantes séchées par l'alcool. En général, le rapport plantes séchées-alcool est de 1,5. L'éthanol est le solvant le plus souvent recommandé. Le degré alcoolique final de la préparation obtenue est entre 60 et 70% d'alcool. À titre d'exemple, vous avez les teintures de belladone, d'eucalyptus, d'arnica qui sont utilisées couramment dans certains médicaments. Le troisième type de préparation extractive s'appelle les extraits. Ici, ce sont des préparations de consistance liquide, semi-liquide ou solide, qui vont résulter généralement de l'évaporation ou de la concentration d'une solution extractive. Selon le degré de concentration, on va obtenir soit des extraits fluides à consistance liquide, soit des extraits mous ou extraits semi-solides à consistance un peu pâteuse, ou des extraits secs plus virulents qui vont renfermer environ 8% d'humidité résiduelle. Un autre type de préparation extractive sont les nébulisas. Les nébulisas sont considérés comme des extraits secs pulvérulents obtenus par un procédé particulier appelé nébulisation ou atomisation. Le procédé, en fait, consiste à disperser la solution extractive sous la forme de fines gouttelettes ou de brouillard dans une enceinte traversée par un courant gazeux très chaud, température entre 150 et 200 degrés. Les fines gouttelettes sont séchées instantanément pour donner une poudre très très fine qui est caractérisée par une faible densité, une poudre très légère, un volume spécifique très élevé et en général ces poudres sont très très friandes d'eau. On dit que ces poudres sont très hygroscopiques. Autre type de préparation extractive, ce sont les huiles essentielles, encore appelées essences. Ce sont des liquides de composition complexe, volatiles, aromatiques, et qui sont contenus dans certaines parties de plantes qu'on appelle les plantes à essence. Les essences sont libérées de la plante sous l'action de la vapeur et de la chaleur. Ce sont des liquides mobiles, très peu denses, en général de densité inférieure à celle de l'eau. Ils sont facilement miscibles aux liquides apolaires, huile, alcool. À titre d'exemple, vous connaissez les huiles essentielles d'eucalyptus, qui ont une activité antiseptique, ou des huiles essentielles de menthe poivrée qui sont aromatisantes ou digestives. Les huiles essentielles sont préparées par une méthode de distillation. Cette méthode consiste à mettre les plantes ou les parties de plantes à essence dans un vaste récipient qu'on appelle en général les alambics, et sous l'effet de la chaleur, les vapeurs de solvant, en général l'eau,
vont entraîner donc les essences. On va obtenir en général deux parties, des eaux florales qui contiennent les essences, et ces essences seront ensuite séparées des eaux florales par des techniques donc d'élimination. Donc on a vu premièrement l'utilisation de la plante entière, deuxièmement l'utilisation des extraits concentrés à partir donc de ces plantes végétales, de ces plantes, et maintenant le troisième mode d'utilisation des plantes, c'est d'obtenir des substances chimiques pures isolées à partir de ces plantes. Alors pourquoi on en est arrivé là? Simplement parce que quand on utilise la plante entière ou quand on utilise des extraits, des produits concentrés à partir des plantes, il persiste toujours un certain nombre d'impuretés, souvent inutiles à l'action pharmacologique des extraits de plantes. Par exemple, la chlorophylle va se retrouver dans des préparations extraites. Donc l'évolution ici, c'est de dire, on va essayer de purifier donc les extraits pour obtenir des principes actifs relativement purs. Donc cela va être possible grâce à la mise en œuvre de techniques phytochimiques de séparation, qu'on appelle encore des méthodes de fractionnement bioguidé. Ces techniques ont été rendues possibles par les progrès de la chimie à la fin du XIXe siècle. Alors, que procure le fait donc d'obtenir des principes actifs purifiés? Les avantages sont nombreux. Premièrement, on va éliminer les impuretés et d'autres substances inutiles à l'action pharmacologique. Deuxièmement, on aura des principes actifs qui seront définis sur le plan chimique. Ensuite, on a un meilleur contrôle de l'activité puisque le principe actif a été purifié. Et bien entendu, l'activité du principe actif purifié et donc quantifié sera beaucoup plus constante et souvent beaucoup plus intense. Je vous ai mis sur cette diapositive quelques exemples marquants montrant l'évolution de l'utilisation de la drogue végétale, donc de la plante entière, jusqu'aux produits purifiés. Le premier exemple concerne les feuilles de digital, utilisées au XVIIIe siècle comme tisane puis teinture pour traiter des problèmes de type cardiaque, puisque dans les feuilles digitales, on trouve des actifs qui ont des propriétés cardiotoniques. Et puis au XIXe siècle, Nativelle, en 1868, a réussi à isoler la digitaline cristallisée, donc à partir des feuilles de digital. Le deuxième exemple, qui est également un exemple très éloquent, concerne les écorces de quinquina, qui ont une propriété ferrifuge. Donc ces écorces étaient utilisées au XVIIIe siècle comme tisane, puis comme teinture, toujours pour traiter donc les problèmes de fièvre dus à, par exemple, au paludisme. Et puis au XIXe siècle, deux chercheurs français, Pelletier et Caventou, en 1820, ont réussi à cristalliser la quinine. Donc voilà deux exemples marquants qui montrent l'évolution donc de l'utilisation des drogues végétales, de la drogue entière jusqu'aux produits purs chimiquement définis. Abordons à présent les principes actifs d'origine animale. Il s'agit ici de ce qu'on a appelé l'opothérapie. L'opothérapie, c'est le traitement par les tissus ou les organes animaux. C'est également une utilisation qui est très ancienne, qui remonte du XVIIIe siècle. C'est une technique thérapeutique qui a vu son progrès dû à la meilleure connaissance de certaines hormones, hormones du pancréas, des surrénales. Et donc au XXe siècle, cette technique de soin a beaucoup évolué, donc dû à cette connaissance de la physiologie animale. Et puis au fur et à mesure, c'est un mode de traitement qui est en déclin du fait des nombreux problèmes qui sont liés à l'utilisation des tissus animaux. Parmi ces problèmes, on peut citer la mauvaise conservation des organes, l'activité inconstante d'un malade à l'autre, les caractères organoleptiques souvent désagréables, mauvaise odeur. Parfois, on a remarqué des intolérances dues aux allergies puisqu'on utilise des tissus animaux. Et enfin, un inconvénient majeur qui est apparu ces dernières années avec l'apparition des encéphalopathies bovines spongiformes. De toutes les façons, un peu comme pour les drogues végétales, l'utilisation des ressources animales en tant que principe actif a évolué également en trois étapes.
Au départ, on a utilisé donc les organes et les tissus ou des glandes desséchées, par exemple la poudre de pancréas. Donc, comme je vous ai dit, ces techniques ont tendance à disparaître. Cependant, il faut noter que aujourd'hui, dans la thérapeutique moderne, on peut encore utiliser des tissus animaux, et je vais citer par exemple le sang et le plasma, qui sont aujourd'hui d'utilisation courante dans certains traitements. Deuxième donc évolution de l'utilisation des principes actifs d'origine animale, l'utilisation d'extraits ou de tissus de glandes, extraits de foie, extraits de bile, extraits de thyroïde, ceci pour concentrer le principe actif, mais également on retrouve les mêmes inconvénients que l'utilisation des tissus entiers avec des problèmes d'inconstance, d'activité, d'allergie et autres. Et enfin, troisième volet, l'utilisation de principes actifs d'origine animale purifiés. Et là également, grâce à des méthodes d'extraction souvent longues et difficiles, il est possible d'isoler de manière assez pure des hormones de type insuline ou des enzymes de type trypsine, chymotrypsine, avec l'inconvénient donc d'étapes d'extraction souvent lourdes, difficiles et avec des rendements parfois très faibles. Donc cette dernière façon d'utiliser les principes actifs d'origine animale a évolué et aujourd'hui, en fait, on voit poindre l'hémisynthèse de certaines de ces substances, voire même leur synthèse, et surtout la mise en place des techniques biotechnologiques pour produire ces matières premières d'origine animale. Autre moyen d'obtenir des principes actifs, c'est les principes actifs d'origine microbiologique et biotechnologique, nous en parlons à l'instant. Donc ici, on va obtenir des principes actifs à partir de micro-organismes divers ou à partir de cellules. C'est un peu l'évolution pour ces médicaments d'origine biotechnologique. On peut classer ces évolutions de la manière suivante. On a d'abord utilisé des micro-organismes proprement dits, par exemple les micro-organismes d'origine inférieure comme les champignons pour obtenir de la levure de bière. On peut également utiliser des bactéries, des virus tués ou atténués. C'est l'exemple très courant, très connu des vaccins. On peut obtenir des vaccins antitétaniques à partir des bacilles ou des vaccins contre l'hépatite B qui sont d'origine virale. Une autre façon, c'est de produire des principes actifs élaborés par les micro-organismes eux-mêmes. Ici, ce sont des techniques de fermentation qui vont permettre de produire des principes actifs à partir des micro-organismes. L'exemple le plus connu, c'est la production de la pénicilline à partir du pénicillium. Et enfin, on va pouvoir produire des principes actifs par des techniques beaucoup plus évoluées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les techniques biotechnologiques. Donc, par exemple, en faisant produire une hormone, l'insuline par exemple, par une bactérie. Pour résumer la production, par exemple, d'un principe actif par voie biotechnologique, vous avez sur ce transparent les quelques étapes, principales étapes de cette obtention. Je vous rappelle ici, vous aurez probablement dans votre cursus, dans d'autres disciplines, des détails sur ce type de préparation. Schématiquement, vous voulez préparer une protéine principe actif. Pour cela, il va falloir extraire un fragment d'ADN circulaire d'un micro-organisme choisi, extraire délicatement de la cellule humaine un gène intéressant qui pourrait coder pour la protéine qu'on veut fabriquer, insérer ce gène intéressant dans le fragment d'ADN circulaire et recoller les fragments avec de la colle biologique. L'ensemble de cette machinerie, c'est-à-dire le fragment d'ADN inséré dans l'ADN circulaire du plasmide, sera placé à nouveau dans le micro-organisme et ce montage sera mis dans des conditions de production adéquates, la fermentation, de telle manière que les micro-organismes puissent produire la protéine d'intérêt qu'on appelle encore protéine recombinante. Voilà, résumé très rapidement, la préparation de principes actifs à partir des techniques biotechnologiques. Ce diapositive illustre la préparation de l'insuline humaine grâce à cette technique donc biotechnologique de génie génétique.
Donc, vous verrez plus tard que l'insuline est une protéine qui contient 2 chaînes d'acides aminés. Globalement, on va insérer dans chaque plasmide circulaire un gène codant pour une chaîne de l'insuline, un deuxième gène codant pour la deuxième chaîne de l'insuline. On met ces plasmides dans la bactérie, on met à fermenter et chaque bactérie va produire la chaîne correspondante. Ensuite, on récupère les chaînes A et B de l'insuline et on les réunit sur le plan chimique. Voilà donc illustré de manière concrète la fabrication d'un principe actif par les voies biotechnologiques. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, parmi des principes actifs innovants, on va retrouver beaucoup de principes actifs qui sont d'origine biotechnologique. Vous avez ici une liste de produits non exhaustifs, les hormones, les interférons, les interleukines, les facteurs stimulants des cellules souches hématopoïétiques, l'érythropoïétine, les facteurs de coagulation, les anticorps monoclonaux, les vaccins recombinants, autant de classes médicamenteuses qui sont aujourd'hui obtenues, de classes de principes actifs obtenues par les voies biotechnologiques. Autre source de principes actifs, les principes actifs d'origine minérale. Leur utilisation est également ancienne. Il s'agit de principes actifs en général issus donc du domaine minéral, mais qu'on peut également synthétiser. Par exemple, quelques produits comme le sulfate de sodium ou le sulfate de magnésium sont utilisés comme purgatifs, le bicarbonate de sodium comme correcteur d'acidité gastrique, les sulfates de cuivre et de zinc comme antiseptiques, et le carbonate de lithium utilisé dans ce qu'on appelle les troubles bipolaires. Donc cette classe de principes actifs est très répandue et donc je n'insiste pas plus que ça. Et enfin, dernière classe de principes actifs, les principes actifs d'origine synthétique. Ces principes actifs représentent aujourd'hui la plus grande majorité des principes actifs entrant dans la composition des médicaments. En fait, dès la fin du 19e siècle, avec le développement de la synthèse organique, il y a eu une explosion des principes actifs d'origine synthétique ou semi-synthétique. Et cette situation a été rendue favorable grâce au développement de la biologie moléculaire avec notamment la notion de récepteur. Donc on a pu déceler des récepteurs, donc faire des principes actifs en fonction des récepteurs. La connaissance accrue de la structure moléculaire des enzymes a également été un moyen de développer de nouvelles molécules de synthèse comme principes actifs. Tout ceci aidé par la conception assistée des ordinateurs, par la modélisation, permettant de dessiner la molécule la plus adéquate pour pouvoir interagir avec un site de l'organisme. Et enfin, le développement de la pharmacochimie et de la pharmacomodulation, c'est-à-dire concevoir, modifier une structure existante pour mieux l'adapter à un site pharmacologique donné. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, la plupart des médicaments contiennent des principes actifs d'origine synthétique. En conclusion, sur l'origine et la classification des principes actifs, nous avons fait un tour d'horizon très rapide, montrant la diversité sur l'origine et la nature des substances actives. Comme je vous l'ai dit, dans ce cours, nous n'avons pas insisté sur l'activité de ces médicaments, de ces principes actifs, sur leur structure chimique. Tout cela sera développé dans le cadre d'autres cours en fonction de votre cursus pharmaceutique ou médical, en particulier dans les cours de pharmacologie, de pharmacognosie, de chimie thérapeutique, de microbiologie, de virologie et de biotechnologie. Vous reverrez en détail l'ensemble des principes actifs que nous avons classés de manière très sommaire au cours de cet enseignement. Enfin, ce qui est important pour moi, c'est de dire que la connaissance de la nature de ces principes actifs, de leurs propriétés biologiques et surtout de leurs propriétés physico-chimiques vont permettre aux galenistes de concevoir une formulation, une méthode de fabrication des médicaments adaptés donc aux principes actifs choisis.